Bienvenue au Forum des images pour cette jolie occasion importante qui commémore la 50e anniversaire de la prise du pouvoir des Khmers rouges. C'est un moment important qu'on puisse se retrouver, regarder, réfléchir ensemble et comment on puisse tourner cette page. Comment ça résonne ce génocide pour toi 50 ans après? C'est difficile de dire comment ça se résonne 50 ans après, parce que ça résonne en moi tous les jours, tous les ans. Mais 50 ans, c'est une date, c'est un moment important peut-être de se réunir. J'espère que cela permettra à nous tous d'avancer. Rien de mieux pour comprendre et avancer dans la vie. Concernant ton film Rendez-vous avec Pol Pot qui va être présenté ici au Forum des images, quelle est la place pour toi la fiction, puisque certains, à tort, considèrent que c'est ta première fiction historique, alors qu'en fait tu avais déjà réalisé les gens de la Rizière, Un soir après la guerre, donc c'est pas ta première fiction avec Rendez-vous avec Pol Pot. Mais je voudrais savoir comment tu travailles avec la fiction dans le cadre de ce film. En fait, c'est pas une coquetterie. Hein. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de fiction documentaire, il y a un film. Après, c'est des classifications que les gens, documentaire ou genre fiction. Et quand je commence un film, c'est un film. Et je le porte à chacun autant d'attention, aussi bien de plaisir que l'angoisse, que la difficulté de le faire aussi. Et même parfois le documentaire est beaucoup plus compliqué que la fiction, je dirais, parce qu'on travaille avec les matières réelles. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Or, la fiction, on planifie, on prévoit, on met en place. En fait, quand je fais de fiction, je pense beaucoup au documentaire. Quand je fais du documentaire, je fictionnarise déjà pendant que je filme. Je pense déjà au montage, je pense déjà comment ça va intégrer. Non, c'est juste plaisir, c'est une nécessité de faire un film, parfois de plaisir aussi. La fiction, oui, j'éprouve plus de plaisir que le documentaire. Là, le plaisir au sens presque, c'est comme si on a affaire avec les matières qu'on crée, on échange beaucoup. Alors, le documentaire, c'est un exercice un peu plus solitaire, peut-être, même si on tourne avec une équipe. On a beaucoup de problèmes, à la fois cinématographiques, à la fois aussi morales, d'éthique. Comment on s'approche un sujet, comment on détermine la distance. Moi, je trouve que c'est pas la même approche, mais je sais pas, franchement, j'ai jamais vraiment, quand je pars sur un film, tout ça c'est compliqué pour chaque film. Ceux qui le pratiquent le savent. Et quand c'est le premier film où tu mets en place à la fois la fiction historique, c'est-à-dire les reconstitutions historiques, avec les archives et aussi des personnages de glaise, des personnages anglaises. Donc c'est la première fois où tu mélanges à la fois donc la fiction, les archives et les figurines. Peut-être parce que j'avais pas assez d'argent pour faire entièrement un biopic. Non.
j'ai certainement un peu de ça. Mais tout ça, c'est une façon de faire aussi. Les figurines, je l'ai expérimenté déjà sur plusieurs films différents, commençant par L'image manquante. Mais avant les figurines, j'avais la peinture avec Van Nat, tout ça. Donc, je suis plutôt même si comment dire, je fabrique les films avec les matières qu'on peut appeler la mémoire ou le réel ou peu importe. J'ai beaucoup c'est difficile. J'aime bien que la dimension que la créativité soit là, l'invention soit là. Pour moi, c'est un film, il y a une forme qu'on doit trouver pour lui. C'est pas que le documentaire, c'est pas que les fictions. Donc les frontières changent, bousculent. J'aime bien le côté expérimental aussi. C'est aussi la liberté. Je pense qu'il faut être libre pour faire ces films-là. Et par rapport à ce film qui parle quand même de la propagande, de la manipulation, de la radicalisation de l'idéologie Khmer Rouge, en quoi ça résonne par rapport à notre époque aujourd'hui? Ça résonne parce que ça revient, de fake news revient. Récemment, j'ai entendu le président des pays les plus puissants, qui représente les libertés, la démocratie, qui est Donald Trump, qui dit, en fermant son département d'éducation nationale, quand même, c'est pas rien. C'est là qu'on aide les pauvres ou les gens handicapés à pouvoir scolariser. Il dit éliminer. Il dit pas fermer, il dit éliminer. Voilà, les mots ne sont pas innocents. L'ennemi, l'intérieur, revient beaucoup. Voilà, donc l'histoire, tout le monde dit l'histoire répète, mais en fait l'histoire répète peut-être, mais surtout on n'apprend rien de l'histoire. Donc si on n'apprend rien, mais il répète. Et puis les mensonges. Beaucoup de monde ils mangent avec virtuosité, ils mangent avec beaucoup de l'impact des mensonges. Les mensonges, c'est devenu un art en politique. L'impact de ces mensonges-là est propage d'une vitesse extraordinaire avec les réseaux sociaux. Tout le monde sait ce que c'est cette forme de communication et ils en utilisent très bien. Donc on peut dire là une fois et là une autre fois, on peut répéter les mensonges plusieurs fois par jour. Moi, le matin, je me réveille quand j'essaie de voir les infos, je dis qu'est-ce qu'ils vont me mentir encore. Et le problème que le mensonge, alors moi j'ai lu ça quelque part, que les mensonges répétés deviennent vérité. On dit non, les mensonges répétés, non, les mensonges répétés deviennent idéologie, deviennent politique. Là, on est dans la répétition des mensonges qui fait que cet mensonge devient vraiment la politique, quoi. C'est pas seulement la vérité, il devient l'idéologie. Et on est dans une époque assez étrange. Donc voilà, que vous avez cette idée-là de organiser cette commémoration ou présenter plusieurs films. Mais ce qui est important, c'est de voir que l'histoire des Khmer Rouges n'appartient pas qu'aux Cambodgiens. Ça appartient à tout le monde. Vous allez peut-être voir le portrait de Doc. Oui, on va présenter ici même au Forum des Images, donc Douk, le maître des forges de l'enfer. Oui. Et par rapport à ce film, quel est le dispositif que tu as privilégié? Parce qu'on le sent très proche, très dans le plan large.
Est-ce que c'est un dispositif que tu as voulu? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les choses fondamentales dans ce film, c'est que Dutch est essentiellement fondamental humain, comme moi, comme vous, voilà. Donc, comme nous tous. Donc, c'est pas un monstre, c'est plus facile. On le met à côté, on le tue ou on le met dans une forêt et c'est terminé. Non, le problème avec lui, c'est qu'il est très humain, avec une culture extraordinaire, éduqué. Donc, non, j'essaie de, comment dire, à partir du moment où c'est un humain comme moi, je dois établir une distance, une bonne distance, une distance. On n'est jamais égal là, quand on fait un film. On a une caméra, deux caméras, etc. Et la personne filmée, il n'a pas de caméra. Donc on est celui qui a la caméra qui a toujours un peu dessus. Mais bon, je me disais, il faut instaurer une distance le plus humain possible, que je puisse sentir, que je puisse voir comment quand il rit, qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux, saisir l'âme. Encore une fois, parce que c'est un humain comme moi, donc je veux saisir au fond de ce qui se passe dans son âme. Donc ça nécessite une distance. Je dis souvent quand j'enseigne les jeunes cinéastes, je dis qu'il faut faire les films avec les autres, avec le personnage dont vous filmez. Quand vous faites un film avec un paysan, c'est bien d'être avec lui. Il va descendre dans l'eau, vous êtes dans l'eau, il va dans le soleil, vous êtes dans le soleil avec lui. Mais faire un film avec un type comme Dutch, il faut être pareil, donc il n'y a aucune... pas de raison intellectuelle changer, mais c'est compliqué d'avoir une distance, on peut se toucher. Donc voilà, donc il faut gérer ça, gérer cette... en plus, c'est un rapport de force. Gérer ce rapport de force, gérer le... Je ne sais pas si je faisais un film ou je faisais un combat, j'en sais rien. En tout cas, c'est Surtout, ce qui était terrible, c'est qu'il est dit que tu aurais fait un très bon directeur de S21 comme lui. Oui. C'est un angle de tact pour... Voilà, c'est le combat. Quand je dis combat, c'est ça. On cherche toujours le point faible, le point émotionnellement, vous pouvez déstabiliser l'adversaire. Faites aussi pourquoi il choisir ce combat-là aussi. Parce que pour lui, je suis une sorte de sparring partner. On va monter d'abord sur le ring avec lui, parce qu'il connaît bien S21, il s'en sort plutôt bien avec les films, il connaît les mécanismes. Donc si je m'entraîne avec lui, je peux aller après au tribunal, au procès. Il s'entraîner avec toi. Ah oui, et ça c'est là que ça me déstabilise. Parce que la première fois, il a fait sa première déclaration. J'étais dans la salle. On a fait le film, on a tourné beaucoup avant le procès. Après, quelques mois avant le procès démarre, on a décidé ensemble de s'arrêter. Et normalement, je reprendrai après le procès. Mais dès le premier jour, on lui donne la parole au procès. C'est au mot près certaines séquences qu'on a tournées. Est-ce que dans ton livre L'élimination et dans le film, tu es revenu plusieurs fois sur Bopanna pour voir sa réaction? Est-ce que tu as réussi à le déstabiliser ou à percer un peu le secret qu'il y a derrière Bopanna, parce que tu as dit que c'est le dossier le plus fourni en termes d'aveux et tout? En fait, je ne cherche pas tellement à déstabiliser, parce qu'il est plus fort que moi de toute façon. Rien que le fait que si je cherche à déstabiliser, il est tout sauf bête, il peut arrêter le film. Juste dire je ne reviens plus, et c'est fini. Donc il faut être...
il faut être le plus juste possible, quoi. Non, j'ai juste simplement dit que il manque beaucoup et que à partir de maintenant, je ne l'ai pas prévenu d'ailleurs, j'ai amené beaucoup de photos des victimes de S21, j'ai mis sur la table et il m'a demandé pourquoi vous amenez toutes ces photos, tout ça là. Bah, je dis parce que comme ils vous écoutent, c'est moi qui vous écoute. Donc, alors il a compris un peu la démarche, quoi. Donc il m'a dit demain je reviens avec ma Bible. Et donc j'ai dit bah venez avec votre Bible, mais je ne filmerai pas votre Bible parce que la Bible n'a rien à voir là-dedans. Dieu, tout ça, c'est après. C'est quand vous êtes baptisé 30 ans après, 20 ans après, donc c'est tout ça après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est S21. Donc, il est venu avec sa Bible, il met dans un coin. Dans le champ de la caméra. Non, je ne veux pas le filmer. Il dit, vous mettez en bas, à côté, ce que vous voulez, mais mettez pas sur la table. C'était comme ça, et voilà. Et puis, parfois, il vient, il me dit, il venait, il disait, j'ai une révélation hier, j'ai vu Dieu. Il dit, parfait. Et je vous dis de vous dire les vérités, ben, je vous écoute, hein, voilà. Et voilà, donc c'est... En fait, au bout de 6 mois de tournage, j'ai tourné plus que ça, toute mon équipe ne veut plus tourner avec moi, quoi. Parce qu'il me dit, on ne veut plus retourner. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il ment tout le temps. Il dit, bah oui, mais je ne sais plus rien. Il ment, mais c'est à nous de... Je crois que le premier craquement chez lui, c'est quand il dit qu'il n'a jamais vu les barbelés qui empêchent, qu'ils ont mis des barbelés pour que les gens sautent, se suicident. Voilà, j'ai montré les photos, une jeune femme qui sautait avant qu'ils ont mis le barbelé, puis après ils ont mis le barbelé pour empêcher le suicide, parce que à S21 c'est l'ANCA qui décide qui, quoi et quand il doit mourir. Et il dit qu'il n'a jamais vu ça. Alors, ça c'est très étonnant, quoi. En fait, il faut pas dire tout de suite qu'il ment pas. Hein. Bon, l'équipe dit qu'il ment parce qu'il est obligé de le voir quand il rentre à S21. Mais je crois qu'il ne faut pas le prendre comme ça. C'est peut-être qu'il ne verra pas pour de vrai, parce qu'il doit mettre une abstraction autour de lui, parce que c'est difficile de voir tout ça, peut-être. Mais donc, on a pris, j'ai jamais vu ça, ok. Puis après des autres, Geolier disait qu'il était venu assister à la torture. Et moi, je dis, bah, aux subordonnés, on dit que j'étais là pour la torture. Il dit non, il n'a jamais été là. Bon, c'est la parole contre parole. Hein. Il n'y a aucune raison que les anciens geôliers disent plus de vérité, les subordonnés disent plus de vérité que le commandant. Et ça, c'est rend malade. À moi, oui, que je ne sais pas comment faire. Mais il faut croire que... C'est pour ça que quand on va dans un film documentaire, surtout quand on va aussi confronter un personnage comme ça, il faut aller avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de foi, presque religieuse. Donc je suis rentré, je ne sais pas comment faire, je vérifie encore les anciens geôliers, vous n'avez pas menti, il est vraiment là. Et il était là, sinon je ne vous ai pas dit. Donc, je ne sais pas quoi faire, mais à S21, il y a à peu près plus de 400-500 000 pages de dossiers. Voilà, tout ce qui reste, hein, ce qui est perdu, je ne sais pas combien. J'en ai lu pas mal, hein, surtout dans les années 2000, où on m'autorisait de l'emmener avec moi. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de photocopies, tout ça.
J'avais toujours 2 sacs pleins de trucs. Je bossais des nuits entières. Dont certains, j'ai réussi. Pour une raison Y, je n'avais pas le temps de lire tout. Je fais de photocopies et il me reste quelques piles comme ça dans mon armoire. Puis, dans cette interrogation qui monte, qui ne monte pas, je lisais les photocopies et je tombais sur une page. Une page d'un prisonnier qui disait, qui s'adressait à d'autres, parce qu'on fait la confession, on est torturé, on écrit la confession et c'est d'autres qui lisent. Parce que d'autres qui disent, vous m'adressez à moi, pas au parti, c'est moi le parti. On s'adresse, oui, puis lui, il commence à dire, camarade, frère, s'il te plaît, reviens me voir. Parce qu'il faut que je te voie, il faut que je te dise des choses. Il dit, bon, si je vais donner à d'autres, je dis, lis-le. Il dit, camarade, frère, reviens me voir. Il dit, voilà, il te demande de revenir, donc tu as été. Tu as été sur place. Voilà, donc c'est là, il dit, ah oui, il reconnaît, oui. Il ne reconnaît qu'une fois. Il est allé qu'une fois, mais bon, une fois, ça suffit. Comme à Chiang Ek, il a dit qu'il est une fois, il fait semblant de ne pas voir, de téléphoner ou utiliser les radios pour appeler le chef, pour dire qu'il est bien là. En fait, non, dans le système, c'est pas comme ça. Par exemple, Chiang Ek, quand on y va, tout le monde tue, hein. Même y compris le chauffeur tue. Mais Himrui, il a dit que oui, mais était présent, que Duc était oui, présent. mais ça veut pas dire que si on respecte sa parole aussi, il dit bah, j'étais pas. Bon, une fois il est dit, mais tant qu'il n'a pas dit j'y étais, donc il a dit il a été, pareil, une fois. Pour Bopana, une tragédie cambodgienne, parmi tous les milliers de pages d'aveux, tu as été touché par son histoire, par elle, jusqu'à donner son nom au Centre des archives audiovisuelles à Phnom Penh que tu as cofondé avec Yopanaka. Qu'est-ce qu'elle incarne pour toi? Qu'est-ce qu'elle représente, Bopana? Bopana, c'est la résistance, c'est le courage, c'est la dignité, c'est une sœur, c'est quelqu'un qui m'accompagne. Parce que quand on décide de mettre 10, 15, 20 ans de sa vie à faire quelque chose, c'est pas simple, c'est pas, comment dire, c'est pas aisément décidé, quoi. Donc j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de penser, j'ai besoin de sentir les présences. Parce que quand on regarde tous tes films, tes documentaires, on cherche tous à un moment Ouais, donné où elle est va partout, apparaître Bopana. elle est partout dans mes films, comme je sais pas, c'est pas un porte-chance, tout ça, hein, c'est juste j'ai besoin d'elle. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a été torturé jour après jour, qui a son histoire est beaucoup plus que ce que veut dire Deutsch. Parce que Deutsch connaissait bien son père, même s'il dit qu'il ne connaît pas. Deutsch a même introduire le faux père en écrivant en rouge sur ça, cette traînée dont le père est Li Tieng-Cheng, c'est le nom qui joue le jeu de mots avec le poète Li Tieng-Cheng. Donc, tout ça, il connaît son père très bien parce qu'ils habitent à côté les uns les autres dans cette zone-là. Et Bopana a dit qui est son père, Wo Cheng. Il continue à dire c'est pas elle, elle torture comme ça. Parce qu'elle est jolie, elle est digne, elle est cultivée, elle écrit des lettres admirables à son mari. Et il torture, continue encore à torturer parce que d'autres rêvent d'une femme khmer, lettrée. Mais il n'a jamais eu ça. Il fallait qu'il prenne une femme paysanne pour justifier son engagement révolutionnaire. Donc voilà, il faut. Mais en fait, il rêve autre chose, d'autres beautés, d'autres idéaux, tout ça. Donc il continue à leur torturer. C'est très pervers. Du coup,
Euh, Ce que je trouve admirable, c'est qu'elle accepte de dire pas mal de choses. Sous la torture, on dit des choses. Hein. Y compris de donner le nom des gens qu'il connaît. Donc, il va arrêter les gens qu'il connaît, dont une professeure d'ailleurs, ils l'ont attrapé et amené. Elle aussi, c'était incroyable aussi de courage. C'est la femme qui, au lieu de faire une photo de face, et paf, elle retourne 3 quarts, lève le menton. Et c'est Bopana qui a mis le nom. Donc ils l'ont attrapé. J'ai un trou de mémoire, je me souviens bien son nom. Mais... Elle disait Seda de Dette. Non, ça c'est sa copine. Et puis Bopana qui continue à signer en lettres latines, chaque confession, Seda Dette. C'est le Seda de Dette en fait. Seda, c'est le sitar de Ramayana et Dette, c'est mon dette. En gros, c'est torture ce que tu veux. Moi, c'est mon mari. Ce restera mon mari, ce ne sera jamais un KGB, agent de KGB ou CIA. Et partout, il signe comme ça. Et sa copine, c'est extraordinaire femme aussi. Alors, dans sa confession, elle disait, mais Cuba aussi communiste, pourquoi ils ne tuent personne? Ils ne tuent pas les gens, ils n'ont pas des réfugiés, ils n'ont pas des camps de travail forcés. Ouais, vous voyez, il y a des Tang Sivling, son nom de l'ami. Donc, c'est quelqu'un qui, beaucoup de gens qui résistent d'une manière ou d'une autre. Donc, Bopana, c'est ça, c'est une figure de résistance. On peut détruire tout, sauf quelque chose de profond, d'essentiel pour elle, voilà. Puis, elle refuse ça. Alors, je trouve que on ne sait pas comment elle ressemble au Pana, tout ça. Ça se trouve, on a des photos d'elle. Puis quelqu'un, sa copine qui est en France, qui a vu le film, il dit j'ai une photo d'elle. Enfin, plus jeune, voilà. Dans ton film L'Exil, ouais, côté voilà, près de ta maman. Exact, ouais. Donc tout le monde commence, et puis son nom est retrouvé, la photo d'elle. Voilà, on a réussi à donner un nom à un visage. Voilà. Alors pour ton autre film qui est également présenté au Forum des images, Les tombeaux sans nom, et je me suis demandé, comme tu es retourné dans le village Trom qui est au nord de Battambang, enfin dans le nord-est du Cambodge, le dernier endroit où ta famille et toi vous avez été déportés, et qu'est-ce que ça signifie pour toi le retour dans ce paysage-là? Est-ce que tu as voulu essayer de trouver les traces de quelque chose, sachant que la nature finit par recouvrir, par détruire toutes les traces? Il y a toujours une lecture possible, même avec 20 ans, 30 ans après. Enfin, on y croit pas. Et un arbre, si on trouve un arbre qui reste là, c'est un arbre, c'est un repère. Si on trouve une rivière, si on trouve un coin de rizière quelque part, le village se déplace, les routes changent, mais on arrive toujours à savoir où, comment, grâce à un arbre, grâce à une petite colline, voilà. C'est un travail vraiment presque topographique, quoi, de lire le paysage, quoi, de lire qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça ne change pas. Après, je regrette toujours qu'on n'a pas pris un ou deux villages qu'on a étudiés vraiment. Moi, je n'ai pas de moyen de faire ça, mais je pense peut-être avec une équipe technique, avec la police judiciaire, anthropologue, tout ça, on peut arriver à déterminer la vie quotidienne d'un village, d'une coopérative, et de voir comment on vit, comment on meurt, où on enterre, pourquoi, comment. Au bout de 35 ans, on gratte le sol, on trouve encore des ossements. On trouve encore des ossements, on trouve encore des tissus. Je pense qu'avec des tissus, on aurait pu analyser d'où ça vient, comment. Moi, j'avais pris quelques ossements
que j'aurais aimé analyser, mais la loi interdit que j'analyse la loi en Europe. Il faut une autorisation de la famille, et je ne sais pas où trouver la famille. Moi. Donc il y a partout, les ossements, les tout petits. Est-ce que tu te considères par exemple comme un cinéaste archéologue? Est-ce que c'est une posture Oui, archéologue, policière, je ne sais pas quoi, tout. Mais je n'ai jamais torturé personne pour avoir des réponses. Non, c'est toujours la quête de la trace quand même. Oui, de la trace que c'est faux. Non, quand j'ai commencé à faire des films, je pensais plutôt de travailler. Je suis pas bon du tout, mais en sciences, mais je suis passionné par la physique quantique, la physique tout court. J'étais intéressé par les figures comme Gaston Bachelard qui mélange la science et la poésie. J'ai beaucoup aimé Richard Feynman, même si je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Mais je travaillais comme un structure d'atomes, quoi. Ensemble, puis vous avez des électrons, etc. Donc j'essaie de tourner en rond autour. Si je peux, je change l'orbite et j'essaie de petit à petit aller au fond, quoi. Ça, oui, ça, c'était le début. Je crois que je commençais à faire les premiers films, je dessine beaucoup l'atome pour me rappeler que c'est pas comme ça, c'est pas base pyramidale, tu raisonnes et tu arrives à atteindre quelque chose de beaucoup plus. Donc est-ce qu'il y a cet effet de répétition qui revient répétition, aussi dans ton travail? notre pensée à nous, c'est aussi la roue qui avance pour moi. Donc tout le monde ne peut pas être synthétique et cartésien. Surtout quand on travaille avec les esprits, travaille avec les paysans. Parce que mon père me disait, on ne trace pas sa vie en ligne droite. Non, on ne peut pas faire ça, parce que c'est vrai qu'un paysan qui témoigne quelque chose, il faut le retourne, revient encore. La mémoire, c'est une matière qui est très flexible, très manipulable, peut être manipulée, voilà, peut prendre n'importe quelle forme, quoi. Donc l'important, c'est d'être le plus proche possible de ce qu'on s'en souvienne, de ce qui est là, Mais les tombeaux sans nom, quelle est l'origine? Pourquoi tu as eu envie de faire ce film qui est en fait pour moi ton troisième film autobiographique, après L'image manquante, L'exil et Les tombeaux sans nom clôture un peu ce cycle de 3 films où tu parles de toi-même, de toi en tant que rescapé survivant. On dit chez nous, on dit les Borsbein. On enlève la peau, on enlève la peau pour un autre peau. Dans cette cérémonie, Borsbein, ça veut dire comme si tu renaisses, quoi, en fait, symboliquement. Non, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce film-là. Je crois que la première fois que j'avais eu un problème avec ce sentiment très lourd, j'en ai parlé avec Marceline Leridan. En fait, j'étais allé chez elle pour la dire, il faut t'écrire ton livre maintenant. Parce que vraiment, tu finis ton livre. Avant l'élimination ou après? Avant, oui, c'était son premier livre. Et en fait, on a parlé de ça. Mais t'inquiète pas, je vais te finir, tu viens en sous-marin ou quoi. C'est drôle, elle était drôle. Puis on a dit que voilà, il y a quelque chose pourri en nous. Il faut qu'on arrive à sortir, quoi. Il faut qu'on ait un peu cette mort qui traîne en nous. Donc il faut qu'on arrive dans chacun de nous, la manière de nous, peut-être elle avec son livre, moi avec mon film, d'être nous-mêmes, quoi. On n'abandonne pas ces morts. Ils sont toujours là, mais juste pouvoir être nous-mêmes aussi, être, comment dire, être plus pacifié peut-être. Donc, j'étais allé faire mon film de cérémonie, c'était assez étonnant parce qu'il faut... Qui est l'ouverture de ton film. Oui, il faut raser sa tête, il faut en fait reconstituer mon corps, quoi. On me pèse, puis on va mettre l'exact nombre de kilos en riz. Puis mes squelettes deviennent les cannes à sucre. Ma tête, c'est le fruit de coco.
Et voilà, après, ils m'ont accouché, une nouvelle vie. Je rentre dans un drap blanc, hop, on revient. Et entre-temps, je peux aller chercher mon père, je peux aller chercher les âmes, je peux chercher, voilà, je veux chercher les pierres. Donc et enfin, je pourrais retourner au village près de Mont, où mes parents, où la plupart de ma famille sont morts, de donner une sépulture. Avec des cercueils, avec des pierres, avec des branches d'arbres. On refait une cérémonie de crémation. Est-ce que pour toi, le cinéma peut offrir une sépulture symbolique? Bah oui, comme plein de choses. Mais comme un livre, comme ça, mais je ne sais pas, on fait ce qu'on veut, mais moi je filme en espérant que les gens s'en souviennent un jour quand ils voient le film. Mais je crois aussi en la vertu de l'oubli. Mais quand vous écrivez un livre, vous espérez que les gens s'en souviennent de votre sujet. Plus tard, dans 5, 6, 7 ans, 8 ans, 20 ans, je ne sais pas quoi. Tant que le livre existe. Toi, par rapport au deuil, est-ce que ça apaise Oui, ça apaise. Sinon, je ne serais pas là en train de parler. Si ça n'apaise pas. Non, mais parfois, je crois que tu avais écrit que parfois tu avais l'impression que ton cinéma pouvait aussi les enfermer, ces âmes-là. Oui, bah, faut toujours, ils sont là. Hein. Ils sont là, ils parlent. C'est les âmes, on parle. Ouais, on a toujours la trouille le fait de penser. On dit que si on pense trop à eux, ils ne peuvent pas nous laisser. Ils ne peuvent pas aller se réincarner ou aller habiter dans un arbre. On est là parce qu'ils se font de soucis de nous, quoi. Voilà. Les bons ne nous abandonnent pas. Ils se font des soucis de nous, ouais, ils nous visitent. Enfin, je crois qu'il faut accepter, je crois. Tout le monde a rêvé, a fait des rêves de ses parents disparus. Tout le monde. Et pour toi, est-ce que c'est toujours des âmes errantes ou tu penses qu'ils sont déjà réincarnés Bon, au bout de 50 ans, j'espère que... J'espère qu'ils ont trouvé quelque part où se fixer, où sont apaisés eux aussi. Il faut 2 générations. C'est ça le travail de mémoire. En fait, ce que je dis, c'est ma façon d'interpréter les choses. Mais en fait, c'est tout à fait dans le processus normal de faire le deuil. Comment vous faites le deuil si vous ne réglez pas le problème avec vous-même? Comment vous tournez la page si vous n'écrivez pas? Voilà, c'est un film, c'est juste une rencontre, une confrontation ou une négociation avec les âmes. On va voir, on va discuter ensemble, puis on fait des choses, puis j'espère que chacun, les âmes comme moi, sont apaisées. Parce que, enfin, ils ont leur dignité, ils ont leur nom, Pana a son nom. On témoigne de notre respect. Et il faut respecter les morts. Hein. Oui. Et ça me fait penser, puisque c'est à Vanat, puisqu'on voulait symboliquement qu'il soit présent au Forum des images, parce qu'en 2011, quelques mois avant son décès, on a pu l'inviter ici au Forum des images, il a pu faire la rencontre avec Georges Semprin. Et Vanat nous avait confié dans un entretien à Pierre Bayard et moi, il y a déjà quelques années de cela, il disait qu'il a fait ce travail de témoignage à travers ses dessins, mais aussi à travers les films que vous avez fait ensemble. Il disait qu'il faisait ce travail de témoignage pas seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts, pour ses compagnons qui sont morts à S21, pour qu'ils comprennent eux aussi de quel tort ils ont, pourquoi on les avait, pourquoi les Khmers rouges les avaient condamnés. Donc tu as la même approche aussi. Oui, c'est naturel. Hein. Il n'est pas survécu comme ça. Hein. Il a survécu. Il y a plein de gens qui sont morts à côté de lui. Quoi. Moi, je travaille. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être certainement une chance au hasard. Donc après, moi, il vaut mieux ne pas connaître ça. Si vous connaissez ça, il faut le témoigner. Voilà. Alors, si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas grave. C'est bien. Mais par contre, si vous avez assisté à des gens qui sont morts à côté de vous, il faut vous témoigner, il me semble.
pour eux, pour vous, mais pour aussi leurs enfants. Parce que ceux qui n'ont pas vu leurs parents ou grands-parents, comment ils font? Ils se posent des questions. Moi, quand j'ai commencé à faire des films, je ne sais pas, 30 ans, personne ne regarde mes films. Pas un seul Cambodgien. Enfin, à chaque fois, on est arrivé, il n'y a personne. Bon. Mais S21, la machine de mort Khmer Rouge, qu'on présente aussi ici dans le cadre de la programmation du Forum des images, S21 qui est un film événement. Quand est-ce que tu avais pris conscience que les gardiens, que les interrogateurs de S21 avaient cette mémoire corporelle? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un corps archive ou un archive-corps? Tout le monde, mais moi, je ne sais pas, ça vient de moi hein, au début. Ça vient d'eux, ça vient de moi. Moi, j'ai une blessure énorme au pied. J'ai failli mourir de ça d'ailleurs. Oui, durant les Khmer Rouges. Ouais, tous les mecs qui sont dans le même hôpital meurent sauf moi. Donc peut-être. Et les vers sortaient de la chair. Quoi. Les gars, ils meurent comme ça. Moi, j'avais vu ça. J'avais toujours mis un cramat dessus. Pour pas voir. Non, pour que les mouches ne viennent pas pas les œufs. pondre. Oui. Ne viennent pas pondre. Parce que les mecs qui meurent à cause de ça, ça me sauve moi. Vous voyez, quand je dis les gens vous sauvent, c'est comme ça, je suppose. Et ça pue la chair humaine qui tombe par morceaux, quoi. Comme ça tombe, qu'on voit l'os, tout ça. Quoi. Et voilà. Et quand tout est guéri, j'arrive pas à courir. J'arrive pas à marcher, j'arrive pas à courir. J'ai du mal quand je vais au lycée. Ici, on me dit de courir, j'arrive pas. Alors le prof me donne des avertissements. Pourquoi tu n'arrives pas? J'en sais rien. J'arrive pas à courir, c'est tout. J'étais allé voir un médecin, il me fait des radios, tout va bien. Il n'y a que des grandes cicatrices, mais j'arrive pas, quoi. Même maintenant, si je cours un peu, ça y est, j'arrête. J'ai des crampes, j'ai des trucs comme ça. Donc je me disais, mais ça garde toujours quelque chose. Je sens, quand il fait froid, je sens un truc, pourtant tout est guéri, tout est parfait. Et puis, j'arrive pas à comprendre. Toujours aujourd'hui, même, j'arrive pas à comprendre. Il y a un truc là-dedans. C'est pas psychologique, c'est pas physique, je sais pas. Ça mémorise une certaine douleur. Et puis un jour, je rencontrais un gardien qui a mon âge, en fait. Mais lui, il est gardien S21, donc avec toutes ces morts autour de lui. Il tabasse des gens, parfois, il gueule sur les gens, ouais, peur. Il avait mon âge. Donc, à l'époque, je ne faisais pas encore le film sur S21, je visitais tous les Khmer Rouges dans tous les coins, tous les centres d'exécution, il y en a, j'y vais. Et lui, j'ai retrouvé dans son village. Il n'arrive pas à me parler, il a un mot, puis un autre mais il fait des gestuels, tout ça. Puis je dis, mais on ne pourra jamais avoir un témoignage, comment dire, fluide, quoi. Parce qu'on ne comprend pas, sauf si je fais la phrase en sous-titre pour lui, moi je ne veux pas. Je veux que des choses soient de sa bouche bien. Puis je me rends compte qu'il complétait les mots avec les mains, avec les visages, les gestes prolongent la parole. Je dis, c'est peut-être comme mon pied, ça reste toujours quelque chose. Ah voilà, c'est pour ça qu'on a dit, bon, est-ce que tu veux venir à S21, tu fais la garde de nuit de jour, il était de nuit, donc on tourne la nuit, on essaye de trouver, de favoriser le maximum l'ambiance entre guillemets, puis ils se mettent à parler, aussi naturel qu'il est, mais avec une fièvre incroyable. Je me souviens, j'avais qu'un vivant mort. Je sais pas, une espèce d'exorcisme, quelque chose. Je me souviens, je lui donnais plein de Doliprane pour des repos, tout ça, quoi. Mais est-ce que les bourreaux, les interrogateurs, tu crois qu'eux, ils ont gardé une mémoire de corps aussi? Ça dépend qui. Ça dépend qui. Il y a des gens qui jouent très bien avec ça, et des gens qui jouent moins bien. Les gens cultivés jouent bien avec ça.
Il joue bien, ça veut dire qu'ils arrivent à mettre à distance la... Ouais, ou transforme, il raconte un peu, hein, mais les gens comme peu qui n'étaient pas éduqués, ils n'ont pas. Parce que pour la Cannes, qui est par contre, c'est lire, c'est écrire. Oui, donc lui, il arrive mieux à mettre à distance cette mémoire de corps. Ça se voit moins, c'est ça que tu veux dire. Ça se voit moins, mais de temps en temps, les gestes trahissent. Non, trahissent, parce que quand il dit, voilà, il dit, mais comment tu mettais une aiguille sous les ongles, par exemple, voilà, il est précis. Je ne sais pas faire. Il a fait, je ne sais pas quoi, tac, tac, avec une règle, on tape un petit peu, l'autre écrit, et tape un petit peu. Ben, ça, c'est précis. Tous les gestes de torture est précis. C'est pour ça que quand on parle de corps, de gestes, c'est toute une forme, toute une autre mémoire que le cinéma est utile. Parce qu'il peut faire un gros plan, il peut faire une captation de certaines choses de très précises. Alors, je ne peux pas, si je dois décrire ça en mots, j'arriverai, mais c'est une autre forme encore que les gens interprètent des mots autrement. Alors là, c'est la parole et le geste combinés. Et la précision, il est vraiment incroyable. Et est-ce que par rapport au film que tu fais, est-ce qu'il y a des limites, notamment par exemple avec S21, la machine de mort Khmer Rouge, est-ce qu'il y a des limites que tu t'imposes quand tu fais un documentaire ou un film, surtout sur S21? Il n'y a pas de limite, mais la limite, il y en a dans votre tête. Moi, je me mets de limite, parce que ce genre de sujet est tellement compliqué, mais à la fois, on peut tomber dans des pièges facilement. Une fois, je crois que, par exemple, Chomei en survivant, il pleure beaucoup, il est très émotif. Et dès qu'un journaliste qui vient lui demander, il se met tout de suite à enchaîner lui-même. Il s'assoit, il prend le cadenas, et moi, j'y arrive pas. J'y faut t'arrêter parce que je veux pas que tu remettes des cadenas à toi-même comme ça. J'ai pas envie, j'ai arrêté le tournage comme ça. Ou alors avec Paul, quand il fait quand il expliquait qu'il refait des gestes, je ne sais pas s'il refait, il revit, j'en sais rien. Comment il rentrait dedans, il torturait, etc. Bah, moi, je vois les gens dans la salle, je vois les gens dormir dans la salle. La salle est vide, mais je voyais comme une espèce des âmes couchées par là. Et on doit les suivre comme ça, puis ils rentrent dedans, normalement, la caméra, avec cette fameuse règle, être avec les gens. Normalement, je suis. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'arrête la caméra, j'arrête à la seuil de la porte. Ouais, j'arrive pas parce que je voyais les gens, je ne pouvais pas marcher sur les gens. Et là, imagine que je marche avec lui, mais je marcherai sur les gens. Donc, je suis avec lui, oui, mais Mais tu as ta place. Non, mais je rentre avec lui, mais c'est plus justement, c'est plus mon côté. Je suis de son côté. Je ne suis plus avec les victimes. Heureusement, je ne suis pas allé. Donc, je reste dehors et on est resté dehors, on filme de dehors. Quand il vient vers nous, il a un gros plan. Quand il s'en va, il a un plan plus large. Et du coup, voilà, c'est des choses si on n'avait pas une sorte de garde dans les esprits, en disant je ne vais pas faire n'importe quoi, il faut je sais pas, c'est pas un truc théorique, c'est pas un règle, il faut le sentir. Et ça, c'est comme un entraînement. Hein, je peux parler de pensée, par exemple, je m'entraîne tous les jours maintenant. Tous les jours, je pense à une chose de bien. J'essaye. Comme ça, quand je dois mourir, paf, je vois un truc bien. J'irai au paradis. Et si on voit que des trucs mal, paf, on voit les trucs mal, on va en enfer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et il y a l'exil qu'on va aussi présenter ici, dont on a parlé tout à l'heure de l'image manquante, des tombeaux sans nom et l'exil. Pourquoi tu as choisi un comédien qui est le double de toi-même?
Je suis pas un comédien, c'est mon petit sculpteur, pas pareil. Mais parce que dans Tombeau sans nom, tu apparais dedans, tu rentres dans le champ de l'image. Dans l'image manquante, tu apparais sous forme de figurine et un acteur pour l'exil. C'est pas un acteur, c'est un sculpteur. Non, mais pour l'exil, c'est le sculpteur, celui qui joue, toi, mais Ouais, non, pour l'exil. Oui, c'est un peintre. C'est un peintre qui joue ton rôle, donc c'est pas même pas un comédien. Non, c'est un mec qui travaille avec moi tous les jours. Je sais pas, j'ai envie que... Il est plus jeune que moi déjà. Il peut être de l'époque. Donc, non, en plus, non, j'ai pas pensé à jouer ou pas jouer. Rendez-vous, j'ai remplacé quelqu'un dans le rendez-vous. Oui. Pour jouer Pol Pot aussi. Oui, mais le bouclé. Moi, j'ai pas voulu jouer Pol Pot, moi, jamais. Mais, on a fait un casting, le type, il a dit oui, puis il dit non. J'ai déjà ses portraits en gros, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas l'obliger de jouer, et je comprends qu'il ne veut pas jouer le rôle de Pol Pot. Mais toi, avec tout ce que tu as vécu, avec tous tes proches qui sont morts, comment tu as réussi à faire cette traversée de passer de l'autre côté en jouant Pol Pot? Je prêtais mon ombre. C'est ton ombre que tu as prêté. Oui, le Pol Pot, alors, soit quelqu'un qui joue... Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont réussi à jouer un dictateur, à part Charlie Chaplin ou Bruno Gans dans La Chute. Et je me demande toujours comment Bruno Gans s'en sort maintenant, quoi, d'aller aussi loin dans Hitler, quoi. Je connais pas tous les films sur les dictateurs, mais Pol Pot, c'est un mec super. Il n'y a pas une seule photo, il sourit pas, quoi. Il sourit, élégant, charmant. On peut faire ça. Sourire, élégant, charmant et tuer des gens, mais ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je crois qu'il faut le laisser dans la partie du mal qu'il a, lui, quoi. J'ai un choix de le montrer, ne pas le montrer. Je préfère qu'il soit dans l'ombre. C'est un choix. À partir de là, ça y est, je peux remplacer le comédien. Je peux y aller, je prête, je parle un peu. Alors, pour revenir sur ton film d'exil, pourquoi le choix du titre Exil? Exil, exil une fois, exil toujours. Hein. On ne peut pas revenir. C'est parti, quoi. C'est parti. C'est les choses qu'on revienne. C'est aussi la façon de comment survivre. L'exil, pendant le Khmer Rouge, il faut savoir s'exiler. Si on est dans la réalité des Khmer Rouges, et puis une fois qu'on meurt, si on reste dedans, il faut s'exiler dans les chansons, s'exiler dans le souvenir de sa mère, dans les photos, dans tout ça, même si les photos n'existent pas, il faut s'exiler. Il faut s'exiler au fond de nous. Mais après les Khmer Rouges, on est encore en exil. En exil physique, en exil dans notre temps, des regrets. Parce que le dernier plan, le personnage meurt, c'est terrible. Oui, il meurt. Oui, mais pour toi, c'est une mort renaissance, c'est ça que tu veux dire? Oui, il renaît, il y a des roses qui sortent, tout ça. C'est naïf, hein. Mais j'aime bien la naïveté parfois. Je suis extrême. Je sais pas du coquetterie, je suis super naïf. C'est vous qui faites de moi, je sais pas, cinéaste de mémoire, machin, truc, tout ça. Moi, je fais le nécessaire que je dois faire. Il y a eu des personnes qui ont contacté le Forum des images pour dire mais pourquoi employer le terme génocide cambodgien alors que avec les verdicts du CETC, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, on peut parler de génocide perpétré envers les Thiam et les Vietnamiens. Et pourquoi vous avez choisi un titre génocide cambodgien? Comment on pourrait répondre à ça? Pourquoi c'est un concours? Parce qu'il y a le génocide qui est plus fort que crime contre l'humanité. Parce qu'il y a un palmarès comme ça, non. Crime contre l'humanité, c'est crime contre l'humanité, quoi. C'est super grave. Contre l'humanité, c'est même plus fort que le crime génocide. Il me semble. Les gens diraient qu'ils font maintenant le génocide, il y en a partout. Hein. Oui, mais par exemple, génocide Khmer Rouge. Moi, personnellement, ça me choque. Moi, mais quand on emploie, pour moi, il y a un contresens. Mais je voulais discuter avec toi pour savoir. Non, parce qu'il faut prendre un petit peu de temps. Moi, ça m'est égal. Moi, c'est les morts qui m'intéressent.
C'est les morts en tant qu'individu, en tant que personne qui m'intéressent, même pas en chiffres. Alors si c'est 20 000, c'est génocide, ou 5 000 génocides, ou 200 000, ou 2 millions de génocides, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui m'intéresse dans les 20-30 ans, c'est l'intention du crime. Ça peut être génocide, crime contre l'humanité, c'est votre affaire, c'est pas le mien. Le mien, c'est un visage, un nom. Quelle est l'intention? Les génocides ne se ressemblent pas. Chaque génocide a son idéologie. Le nôtre, il est un peu compliqué que les autres. Parce que ce n'est pas les Hutus, Tutsis, beaucoup plus simple. Nous, on était Khmer, et les Khmer qui tuent autres Khmer. Alors, après, on dit c'est, je sais pas, auto-génocide. Alors, j'ai pas tué mon père, donc c'est un non. Ethnocide, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, plein de choses comme ça. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'on n'a pas été considéré comme tel qu'on est. On est le nouveau peuple. Et l'ancien peuple et le nouveau peuple. Les Khmer rouges ont inventé les catégories. On est le nouveau peuple, on peut tout faire avec le nouveau peuple. On peut les tuer, on peut les affamer, on peut les faire tout ce qu'on veut. Bon, après, voilà. Après, c'est quoi? Après, il faut étudier l'intention. Moi, ce que je sais, c'est que dans les grands crimes, que ce soit crime génocide ou crime contre l'humanité, il y a 2 ou 3 choses importantes. Le processus de déshumanisation, il y en a, il n'y en a pas. Chez nous, oui. Chez les gens, les juifs aussi, chez les Rwanda aussi. La vitesse, chaque fois, c'est 6 mois, 1 an, tout le monde meurt. Au Cambodge, c'est 1 an à peu près, tout le monde meurt là. Exécution, purge, malade, tout ça. C'est 2 millions là, essentiellement là, le reste c'est après, c'est peu. Les Juifs, 1 an. Pourquoi tu dis 1 an quand, sur les Khmer rouges, vous étudiez, les Khmer rouges sont 4 ans, mais la norme des morts, vraiment, c'est 66, fin 66, début 77, c'est 1 an. Le reste, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de morts, je dis le nombre de morts massifs est moindre. Dans mon village, c'est 6 mois. C'est la vitesse, comment les gens meurent, et que c'est organisé ou pas. Alors, on ne va pas dans la ville pour dire évacuation comme ça. C'est faire sortir des gens, 2 millions de personnes à l'intérieur de Phnom Penh. Il n'y a aucune structure d'accueil au long de la route, rien. On sait ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est par exemple les mots. Vous avez Klemperer avec la langue troisième Reich, le Kamtek, le Krosa, le machin, tout ça. En Khmer, vous avez toute une forme d'un nouvel langage, qui est un langage de slogan. Et par exemple, tu peux nous donner la définition de Kamtek? Kamtek, ça dépend qui traduit. Le chercheur, il dira smash ou destruction. Moi, je dis réduire en poussière. Ça dépend qui a vécu ça. C'est ce que dit Vanat aussi dans S21, dans ton film. On a discuté, on a discuté, on a pris des mots, on a décortiqué les mots, puis par rapport à ce qu'on a vécu, c'est réduit à poussière. Parce que même le corps, il faut le brûler parfois, il n'y a plus de traces. Voilà. Pour nous, ça veut dire ça. Puis après, les chercheurs, les trucs comme ça. Et les tribunaux, comment... Oui, il fait ce qu'il veut. Je crois qu'ils ont... Il disait destruction. Oui, il ne nous a pas consultés, donc il fait ce qu'il veut. Donc la destruction, s'il s'appelait, je suis fatigué de tout ça. C'est pas important, franchement. Ce qui est important, c'est démontrer l'intention. Démontrer l'intention, c'est d'éduquer les gens avec ces films, ou avec ces bouquins, avec ces témoignages. C'est, encore une fois, au lieu de dire l'histoire se répète, il faut apprendre l'histoire, encore une fois, et ces actions pédagogiques. Et dès il y a quelqu'un qui dit quelque chose, ouais, pourquoi le génocide? Bah oui, mais vas-y, toi, va vivre pour voir. C'est le génocide, l'autogénocide ou crime contre l'humanité, après tu m'expliqueras. Mais c'est l'inutile. Ça, pour moi, c'est pas. Bon, après, c'est important, c'est un mot qui est désigné, mais le mot génocide, il est tellement en inflation maintenant que tout le monde, il traumatise. Ah, je suis traumatisé. Ah, je suis traumatisé.
c'est une inflation de mots. Mais toi, tu en pleurais plutôt. Toi, tu as mis dans Moi, je dis ton plus livre rien. d'élimination, si tu as dit chagrin, tu préférais le Ouais, mot le chagrin. chagrin, parce que ça reste. Je préfère dire l'élimination, voilà, c'est plus juste par rapport à ce que fait les Khmers rouges. J'espère, quand je démontrais que. Je voulais démontrer que. La machine de mort au lieu de machine Khmer rouge, machine de mort, parce que je voulais démontrer les mécaniques que l'instrument de l'État qu'il a à l'intérieur des S21, c'est l'État, c'est pas de tout seul, c'est l'État. Bon, je s'en prends à Divi, c'est l'instrument de l'État. J'ai vu le film, je reconnais que voilà, que les gens n'ont pas réussi à le faire. Moi, je suis pas, c'est pas fier, je suis pas besoin de lui, mais c'est quand même quand vous travaillez. Quand vous êtes victime, malheureusement, vous avez besoin des paroles des bourreaux pour confirmer votre ressenti, ou votre vérité, ou votre histoire. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et quand ça confirme, vous faites quand même. Mais même si vous n'avez pas besoin, vous êtes certain de ce que votre témoignage, si vous êtes certain de vous, il ne vaut rien s'il n'y a pas de confirmation de l'autre côté. Il y a cette construction de catégories, les peuples nouveaux et le peuple ancien. Les Khmers rouges aussi ont aussi détruit la lignée, c'est-à-dire oui, quand on tue, par exemple, on dit S21, c'est des purges internes. Non. Non, même s'il y a 10% qui sont les étudiants qui viennent de France ou qui sont les enfants des Khmers rouges, en plus, combien de purges internes? On compte les enfants aussi qui sont en purge interne. il y a eu au moins 500 enfants qui sont Oui, mais ils considéraient comment? Est-ce que c'est des ennemis? Interne, Oui, est-ce que c'est des ennemis ou les enfants? Voilà. Pour moi, c'est les enfants. Même si les enfants des 4 Khmers rouges, voilà. Pour moi, ce sont les enfants. Voilà. Oui, oui, ils naissent pas Khmer rouge. Bah non, personne n'est né Khmer rouge. Dans S21, on voit très bien avec la fin. Au début des films, la seule séquence qui introduit le film, quand j'étais allé voir Roy dans sa famille, après je suis sorti. Le père sait ce que c'est le bien, le mal. Lui-même, il sait. L'enfant est là, la famille est là. Et toutes ces personnes ont des connaissances du bien, du mal. La père dit, dis-le. Oui, dis-le maintenant. Fait une cérémonie. Fait une cérémonie la après. vérité. Voilà. Ça, c'est le bien, le mal. On ne sait pas les choses. Et je n'ai pas fait S21 tout de suite. Ils sont à charge, ils sont mauvais. Je pars d'une famille qui a sa culture à elle, qui a sa croyance, sa tradition, tout ça. Et je crois que, voilà, je crois que, ouais, je comprends ce qu'il faut définir, mais c'est tout petit, ça. Il faut discuter plutôt, dire pourquoi c'est un génocide, pourquoi. Et d'ailleurs, on était classés à part. On est vraiment classé à part. On n'a pas droit à la prière, on n'a pas droit à la croyance. Aux cérémonies vous prenez tout ce qui est le critère de génocide et vous pointez. Et dites-moi qu'est-ce qui manque. Oui, je ne veux pas d'ailleurs génocide ou pas. Moi, personnellement, je préfère crime contre l'humanité. Parce que c'est crime contre l'humanité, voilà, contre tout le monde, contre moi, contre vous, contre ces civilisations. Mais dans le soupçon des gens, c'est plutôt qui a droit d'être génocide, qui n'a pas droit d'être génocide. C'est ça qui me dérange. C'est ça. C'est comme si numéro 1, c'est génocide, numéro 2, crime de masse, numéro 3, crime de guerre. Comme s'il y a des hiérarchies dans les crimes. Quoi. Mais je comprends qu'il faut définir les choses aussi. Mais dans le cas du crime Khmer rouge, elle est un peu plus complexe. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Oui, parce que beaucoup disent maintenant c'est des crimes crimes politiques, donc tout de suite c'est balayé. Ouais, le politicide, machin, tout ça, voilà. C'est pour ça que je dis Dutch n'est pas un monstre. Si c'est un monstre, terminé. Il n'a plus de responsabilité, c'est un monstre. Et toi, tu interroges, quand tu dis c'est pas un monstre, c'est un homme. Oui, c'est un humain. Pour interroger. Qu'est-ce qui fait que dans le parcours d'un être humain... Voilà, il faut le prendre dès le départ, il faut le confronter avec l'histoire, avec sa culture, avec sa mémoire. Il faut être détail, filme beaucoup de détails, filme beaucoup de petites choses, s'intéresser aux petites choses. Voilà.
commencé à relire des photocopies, des confessions. C'est toi qui as un peu ouvert la voie aux artistes, aux jeunes réalisateurs sur le chemin du travail de la mémoire. Et voilà, quel regard portes-tu sur la jeune génération, par exemple pour Niang Kavek, pour David Chou, mais aussi au Guillaume Soun, que tu as aussi accueilli au Centre Bopana. Quel regard que tu portes sur cette jeune génération qui reprenne un peu le flambeau que toi tu as initié et ouvert la voie? Quand je sortais Rendez-vous avec Pol Pot, dans les Inrocks, en Attique, on peut critiquer le film, hein, comme ça. Puis à un certain moment, il dit en gros, je privatise le génocide cambodgien. Et qu'en le faisant, j'empêche les autres de travailler. Ça, que les choses soient claires entre nous. Et je n'aimerais pas répéter plusieurs fois. Après les Khmers rouges, il n'y a plus beaucoup de cinéastes. Ils ont été décimés. Ils sont tous décimés, morts, vieux, exil, etc. Et je ne sais pas pourquoi je voulais faire du cinéma, peut-être pour pouvoir dire les choses, certainement, mais à l'époque, ce n'était pas si clair. Dès mon premier film, je me suis concentré sur les réfugiés. Et puis, comme tout cinéaste, j'aimerais bien aller vers la fiction, des trucs comme ça. Et puis, il s'avère que j'étais le seul. Il n'y avait personne qui s'intéresse à ça. Donc, je me retrouve à faire un choix. Je crois même à l'époque, on me proposait de faire des choses très lucratives, des publicités, par exemple, très lucratives. J'ai tout refusé. Babybel, je crois. J'ai refusé de faire Babybel. Il y a beaucoup d'argent à la clé. J'ai pas fait. Et je dis, voilà, ma place est là-bas. Il n'y a personne. Il faut que je le fasse. Je le fais avec beaucoup de générosité, beaucoup d'abnégation. C'est comme si je dois le faire, la personne m'oblige. C'est pour ça que je déteste le mot, le devoir de mémoire, hein, je déteste. C'est un travail, en fait, je travaille. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 3, 4 ans. Ça. Au bout de certains moments, j'ai un peu de film, je dis, oh, il y a un autre à faire. Bon, allons-y, faire un autre, etc. Puis à un certain moment, j'ai créé Bopana. Et je n'ai pas créé Bopana comme ça. Bopana, maintenant, a 17 ans. Bopana, c'est l'endroit... Ceux qui savent visiter, ils savent ce que c'est. On voit tous les archives du Cambodge, pas seulement les Khmers rouges, mais les premières images sur le Cambodge depuis les Frères Lumière, 1898 jusqu'à aujourd'hui. Et on continue à collecter. On continue à collecter, à mettre à disposition. Accès libre. 6 jours sur 7. Tout est gratuit. On forme les gens. On forme les gens. J'ai introduit le son direct, par exemple. Parce qu'avant, on fait les films muets, puis on double. Ou du commentaire, on fait, puis on parle à la place. Puis je dis non, il faut donner la parole aux gens. On a introduit le son direct. Puis après, à Bopana, on forme. Et j'ai créé la commission des films du Cambodge. Donc, on a formé à peu près 500 personnes qui travaille dans le cinéma maintenant, qui peut être chauffeur de tuk-tuk un jour, puis gaffeur un autre jour, électricien un autre jour, tout ça. Bon, mais qui arrivent à s'exprimer dans leur métier. Et on arrive à faire... Maintenant, on forme beaucoup de minorités, de gens pauvres, parce que je pense qu'on est dans une situation où les gens utilisent beaucoup de multimédia. Bon, vous parlez de pastilles, de machins, capsules, je ne sais pas quoi. Bon, il faut qu'ils soient capables. S'ils sont capables de faire une capsule, un machin, un truc, ils trouvent facilement du travail. Si on forme 20 personnes, toutes les 20 ne deviennent pas cinéastes. Malheureusement ou heureusement, on ne sait pas. Mais il y en a qui ont le talent, il y en a d'autres non pas. Et donc on a aussi accueilli à Bopana comme Guillaume Soun, qui est devenu cinéaste maintenant. Il a passé 3 ans au lieu d'1 an à Bopana. Vous avez aussi le premier film de David, le premier film de Kavik.
Et on continue. Donc voilà. Et je crois que c'est important que, comme je vous ai dit, quand je commençais à faire le film, il n'y a même pas de Cambodgiens dans la salle. Les Cambodgiens ne viennent pas regarder et c'est normal. On vient de sortir de génocide, on ne va pas regarder ce qu'on a. On n'est pas capable de formuler ce qu'on a vécu. Parce que comment dire qu'on n'a pas mangé, on n'a pas sauvé ses parents, comment dire on a mangé des insectes pour survivre, comment dire qu'on a été lâche, on était quoi. Mais après, et puis quand on est en train de reconstruire sa famille, on s'occupait à survivre d'abord. Puis les fantômes viennent toujours quand ça va un peu mieux. Et là, c'est les fantômes, ils viennent. Et voilà beaucoup de jeunes qui viennent, des jeunes générations qui viennent voir les films, que ce soit ici ou au Cambodge, qui viennent voir les films, qui discutent souvent. Ils viennent avec leurs parents, ils disent mon père ne me raconte pas, et je pose toujours des questions ce qui s'est passé. J'ai des informations ici et là, mais je ne connais pas l'histoire. Alors voilà, nous on a fait des applications, Khmer Rouge History. Pourquoi on fait tout ça? C'est l'idée de laisser un témoignage, on travaille sur la mémoire, mais surtout de pouvoir fournir des outils. Ceux qui ne veulent pas savoir, ce n'est pas grave. Ceux qui veulent savoir qu'il y ait les moyens, des outils pour qu'ils puissent réfléchir. Et puis, je sais pas, après les gens disent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, quoi. Mais voilà, on a été constants, on a été. Je crois que mes camarades dans d'autres pays essayent, qu'ils n'arrivent pas. Et nous, au Cambodge, les Cambodgiens sont assez remarquables là-dessus, pour que le centre Bopana existe. Et moi, je dirige plus le centre Bopana. Il y a une équipe plus jeune. On a formé pour être directeur du centre. Ils sont directeurs de centre. Là, il fait un festival. Il y a 2 films, je ne suis pas d'accord. Je n'ai même pas dit que je n'étais pas d'accord. Ils sont autonomes et ils sont grands. Et je trouve que c'est assez remarquable qu'un centre comme ça existe au Cambodge.